Bonjour à tous, merci d'être de nouveau très nombreux sur une table ronde. Alors d'habitude, j'appelle mes invités par ordre alphabétique, si je ne dis pas de bêtises. Franck Dubourdieu, directeur Axe TGV Atlantique, donc, qui nous rejoint. Jean-Marc Escalette, directeur Grand Ouest d'Orange. Merci d'être là également. Frédéric Laurent, Arkea, ancien patron du pôle innovation, dont c'est la thématique à l'instant. Stéphane Gervais, vice-président exécutif innovation stratégique, groupe Lacroix. Donc, encore une fois, nous sommes dans le thème. Et enfin, le plus près de moi, Patrick Poupon, directeur du pôle mer Bretagne. Et on va commencer avec Jean-Marc Escalette, puisque on vient d'échanger, pour rien ne vous cacher. Jean-Marc, quand je vous ai demandé l'innovation pour Orange, c'est quoi ? On a assez rapidement parlé de fibre optique et des 13 milliards investis par Orange. Oui, alors ça c'est, je dirais, la face émergée de l'iceberg. Ce à quoi les gens pensent en premier, c'est d'abord l'innovation technologique, surtout ici, en Bretagne, puisqu'on est quand même dans le cœur de la recherche d'Orange. On a aujourd'hui la moitié de nos chercheurs qui sont sur la région Bretagne, sachant qu'on opère dans 29 pays dans le monde et la moitié des forces de recherche sont ici. Donc, ce qu'il y a derrière ça, c'est de la recherche assez fondamentale sur, par exemple, quand on parle de fibre optique, c'est l'ingénierie de la fibre optique qui a été travaillé ici, pas très loin d'ici, à Lannion, et qui est aujourd'hui utilisé, certes par Orange, mais par tous les opérateurs du monde. La 4G, puis la 5G, et aujourd'hui la 6G, sur lesquelles nos ingénieurs travaillent, puisqu'on a toujours un temps d'avance quand on est en recherche. Et tout ça pour travailler sur ce dont les gens auront besoin demain. Parce que s'il y a bien une chose qui ne baisse pas, c'est le besoin de connectivité, le besoin de débit. Quand on voit ce qu'on vient de vivre avec la période Covid, on imagine la période Covid sans connectivité. Je pense que ça aurait été une catastrophe économique bien pire. Parce que là, au moins, on a pu continuer à travailler à distance grâce au réseau. Donc ça, c'est le premier axe qui est important. Le deuxième, ça va être dans des domaines un peu plus innovants sur lesquels on travaille beaucoup et dans la région. C'est pour ça que j'insiste sur ce côté innovant en Bretagne. C'est la cybersécurité. Donc on a un pôle, un des plus gros pôles européens de cybersécurité, Orange Cyberdéfense, qui est à Rennes. Donc sur lequel on a aujourd'hui 450 ingénieurs déjà sur place avec une croissance exponentielle. Alors c'est une bonne nouvelle d'avoir ce pôle sur place, une moins bonne nouvelle que de voir qu'on a besoin d'une croissance exponentielle de cyberdéfense, parce que ça veut dire que les cyberattaques sont proportionnelles en fait. Donc il y a cet aspect-là qui est vraiment à la pointe de la technologie, puisqu'on est sur la course entre l'attaquant et le défenseur, pour prendre des termes plus sportifs, mais c'est vraiment de très haute technologie. Donc ça, partie plus techno. Deuxième partie, je dirais plus économique, sociale, sociétale même, c'est la capacité à amener ce réseau à tous. Donc les déploiements qu'on fait un peu partout, on a déployé aujourd'hui à peu près 70% de la fibre qui existe en France, sachant que la France est le pays qui est un des pays leaders au monde en termes de déploiement de fibre. Idem sur la 4G, la 5G, avec un déploiement fort ces dernières années en Bretagne sur les zones rurales, pour ne pas avoir de rupture entre ceux qui peuvent avoir la connectivité et ceux qui peuvent moins l'avoir. Ce n'est pas encore parfait, mais progressivement, on creuse, enfin on réduit l'écart entre les zones. Et en dernier lieu, un point qui est pour nous fondamental, qui est inscrit dans nos statuts, c'est l'aspect qui est aujourd'hui très, très porteur, mais il a été inscrit depuis un moment, c'est tout ce qui est RSE. Alors la RSE, ça se représente chez nous par des recherches sur les économies d'énergie. Quand on est un opérateur, on est gros consommateur d'énergie.
Et on a comme vision qu'en 2040, on sera neutre en termes d'émissions carbone, ce qui est un pari, un enjeu extrêmement fort pour nous sur les travaux, sur tout ce qui est serveur. Nouvelle technologie nous aide beaucoup aussi parce que la nouvelle technologie permet de transporter beaucoup plus de données avec moins de consommation de CO2. Donc tout ça pour permettre d'avoir d'impact sur l'environnement. Et le dernier point que je voulais mentionner, qui pour nous est essentiel aussi, c'est la capacité à amener cette technologie à tous. C'est l'inclusion numérique. Donc, on a lancé récemment une marque en fait, qui regroupe toutes nos actions sur ces domaines-là, Orange Digital Center, sur lesquels on va avoir, et on a déjà commencé à travailler sur l'accompagnement dans les zones difficiles pour pousser, aider les gens à mieux utiliser tout ce qui est digital. Les seniors qui ont énormément besoin aussi d'accompagnement dans ce monde qui est de plus en plus numérique. Et puis également arriver à amener cette capacité de connexion partout en fait. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire en termes d'innovation pour Orange avec les différentes facettes. Eh ben, merci Jean-Marc. Franck Dubourdieu, je le disais, directeur Axe TGV Atlantique. Alors l'innovation, il y a d'abord l'expérience client pour vous, à savoir notamment avoir le Wi-Fi partout, tout le temps. Oui, c'est là qu'on se retrouve avec Jean-Marc. Voilà. On a besoin de lui. Bon, pour ceux qui ont eu l'occasion de prendre le TGV, vous savez qu'on a parfois des petits trous quand même dans la raquette, que ça ne fonctionne pas toujours de manière optimale. C'est aussi lié au type de train qu'on fait circuler sur la façade atlantique, parce que quand on parle de l'axe atlantique, en fait, ce sont les TGV de Saint-Malo jusqu'à Toulouse. Donc on a quand même pas mal de clients, autour de 35 millions par an. Et on a des rames très capacitaires, des rames où on a plus de 1000 voyageurs. Et donc, lorsque ces 1000 personnes se connectent, ou une grande partie essaye du moins, forcément, ça peut être compliqué. Pour nous, l'innovation, en particulier si on zoome vraiment sur la Bretagne, au service des territoires, je trouve que ce qui est le plus frappant, c'est probablement la convention qu'on a pu signer avec la région de Bretagne, qui est une convention autour d'un nombre de fréquences vers Brest, vers Quimper, pour le développement et pour surtout avoir une offre extrêmement maillée avec l'offre TER. Je profite pour saluer Magali Evert, qui est la directrice des TER ici, et directrice territoriale de la SNCF. Cette offre-là, elle est essentielle parce que forcément, ça permet de relier la Bretagne à la capitale, mais ça permet aussi d'assurer de l'intra-Bretagne, et donc du Rennes-Brest, du Rennes-Quimper, d'avoir de la fréquence. Et on sait bien que la fréquence génère les voyages. Si on fait un tout petit retour sur l'été, on est face à un été, vous l'avez peut-être entendu dans la presse, un été particulièrement prolifique pour les voyages, puisque sur la Bretagne, on doit être on n'a pas fini les calculs puisqu'on n'a pas fini le mois d'août non plus, mais on est aux alentours de plus 15% de trafic par rapport à 2019. Et si on se compare à l'avant TGV, à l'avant 2017, on est sur plus 70% de trafic sur Rennes, on doit être sur plus 35% sur Brest et Quimper, et puis plus 50% au total sur la Bretagne. Donc voilà, donc on est sur un changement complet de la géographie. Je pense que ça, c'est la vraie innovation au service des territoires. On est sur un partenariat avec les acteurs locaux et institutionnels, et puis avec les entreprises, parce que le succès du TGV en Bretagne, il s'est énormément appuyé sur les clubs TGV. Les clubs TGV, ce n'étaient pas des clubs que nous, on avait mis en œuvre pour promouvoir l'offre. C'était des entrepreneurs, principalement donc, du Finistère, du Morbihan, des Côtes-d'Armor, qui avaient décidé en fait, de se dire que ce qui faisait de la valeur pour le territoire, c'était l'arrivée du TGV, et qui faisait la promotion du TGV. Et on a d'ailleurs avec eux organisé des forums de recrutement sur Paris
pour promouvoir les territoires bretons, parce qu'on sait que sur certains métiers, ça peut être compliqué d'arriver à recruter. Voilà. Et puis, le dernier élément peut-être d'innovation marquant de cet été, ça a été l'introduction de Ouigo. Vous connaissez peut-être Ouigo, vous savez, ces trains à bas tarif qui ont commencé à être opérés en test depuis l'Île-de-France vers les pointes bretonnes. Et en fait, comme c'est un succès, mais on imaginait bien que ça allait en être un, on a décidé à partir de mi-décembre d'opérer des Ouigo au départ de Montparnasse pour donc tous les jours, un aller-retour. 1300 places de disponibles, ça fait 5000 places par jour, hein, en plus que ce qu'on offre aujourd'hui, entre Montparnasse et Brest et Montparnasse et Quimper, voilà, avec des arrêts intermédiaires bien évidemment. Donc on voit bien que c'est un territoire très attrayant, sur lequel on est en relation très forte et très directe. Et puis quand on parlait de RSE, se souvenir juste que le secteur le plus émetteur de carbone, ça reste quand même le transport, qu'aujourd'hui, le ferroviaire, ça pèse à peu près 10% des flux de transport, mais que ça ne pèse que 0,6% des émissions du secteur. Et donc faire basculer les gens vers le train. Ça nous paraît essentiel et on voit bien que les nouvelles générations se sont ruées là-dessus. Je vous assène un nouveau chiffre, mais depuis le lancement de la nouvelle carte, qui s'appelle Carte Avantage, dont vous avez peut-être entendu parler ou vous avez peut-être revu les communications là-dessus, en gros, on avait à peu près 2,2 millions de porteurs de cartes commerciales à la SNCF, entre les cartes seniors, les cartes week-end, les cartes jeunes. Et en fait, là, on a tout basculé sur une nouvelle carte. Et le chiffre date d'hier. On vient de dépasser les 3,9 millions de porteurs de cartes, ce qui est au-delà de ce qu'on imaginait et qui montre bien que les gens se projettent dans le temps, puisqu'ils achètent des cartes pour les voyages de demain. Donc, ils ont bien prévu demain de voyager en train. Et ça nous fait très plaisir. Merci. Frédéric Laurent, juste à votre droite d'Arkea. L'innovation au service du développement des territoires, Frédéric. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Hervé m'a présenté comme étant ex-responsable du pôle innovation. Vous allez vous demander sûrement, et aujourd'hui, retraite, non pas retraite, aujourd'hui je m'occupe du pôle distribution et en particulier d'entités comme le Crédit Mutuel de Bretagne, qui est ce sujet d'innovation et de territoire, c'est au cœur des préoccupations du Crédit Mutuel de Bretagne. Oui, comme tu l'as dit Hervé, j'ai souhaité rajouter un petit peu des petits mots par rapport au thème. Pour nous Arkea, et puis pour moi en particulier, l'innovation, c'est pour le développement des territoires et c'est également pour l'accompagnement des transitions d'avenir du territoire. Donc, si j'avais fait l'intitulé, j'aurais dit l'innovation au service du développement des territoires et de leur transition. Mais j'ai pas fait ça. Je ne suis que intervenant, je ne suis pas. Donc, et c'est vrai que l'innovation, c'est quelque chose, vous en doutez bien. D'abord, les territoires, c'est vraiment le nœud, c'est le maillon crucial pour tout ce qui est transition. Donc, les transitions qui sont devant nous, qu'elles soient sociétales, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient de l'énergie ou qu'elles soient même digitales. C'est vraiment c'est le bon maillon, le territoire. Et puis l'innovation, c'est l'outil. L'innovation, c'est bien par l'innovation qu'on va créer les emplois de demain. Sans innovation, je ne vois pas comment on peut espérer atteindre 1,5 degré de réchauffement climatique à 2050. Et sans innovation, je pense que c'est même pas la peine de penser que l'on puisse nourrir plus de 8 milliards d'habitants sur la planète en 2030. Et donc là, quand on parle d'innovation pour nourrir, à nouveau, on retombe sur nos territoires parce qu'on arrive sur l'économie verte, on arrive sur l'économie bleue, et on est vraiment sur des sujets complètement au cœur de la stratégie d'Arkea et de la stratégie du Crédit Mutuel de Bretagne. Pour irriguer, stimuler la vitalité des territoires, l'innovation, pour moi, j'aurais dire, il y a trois volets. J'irai rapidement sur 3 volets. Après, si tu veux, je les développerai. Mais il y a 3 volets. Un premier volet qui est Arkea est un outil de financement. Donc, comment innover? L'autre sujet, c'est tous les liens qu'a Arkea avec l'écosystème innovant, avec l'écosystème de start-up, de fintech, tout ce sujet-là, que ce soit en interne ou en externe. Puis un troisième volet que je pense important, qui est les nouvelles évolutions. L'innovation permet des nouvelles évolutions de mode de travail. Si je suis sur le premier, sur le financement, c'est clair que
il faut pouvoir amener aux clients, aux entreprises de notre territoire les mêmes outils, les mêmes capacités de financement que s'ils étaient dans une grande capitale européenne. Donc pour ça, il faut totalement, tout le temps, innover. Alors, on innove aussi bien en faisant du financement participatif avec une filiale comme Kengo, mais là, on est pour le tissu associatif et donc l'emploi du tissu associatif et l'emploi vivre et travailler au pays, comme on dit. Et c'est également des outils de salle des marchés. Je veux dire, avec la salle des marchés positionnée à Brest, on offre à nos clients toutes les possibilités de produits structurés, de produits internationaux. C'est aussi le capital investissement. Je vois Marc Brière qui est là, mais c'est pas parce qu'il est là que j'en parle. Le capital investissement, qui est quand même un outil extrêmement important. Plus d'un milliard de gestion en capital investissement, et puis également des participations sur pas mal de fonds avec des partenaires, parce que ça c'est un sujet important de l'innovation, c'est d'avoir des partenaires, c'est de collaborer bien évidemment avec la région, souvent avec la BPI, parfois avec d'autres banquiers, également avec d'autres sociétés de gestion, des fois de la région, comme Go Capital ou comme Épopée Gestion. Et c'est des fonds qui s'appellent Braise Up, Braise Capital, Braise Mabro. Braise Mabro, voilà, Braise Invest PME, enfin voilà, ils ont le libellé est suffisamment parlant pour sa limitation géographique et pour son objet. Le deuxième volet qui est le volet FinTech. Le volet FinTech, ça fait plus de 15 ans que le groupe Arkea est auprès des FinTech, auprès de tout ce terreau, parce que de plus de 15 ans, nous avons considéré que ces FinTech, ces startups, toute cette innovation, c'est bien l'économie de demain. Et au lieu de la voir comme étant un concurrent, on s'est dit il faut qu'on travaille avec eux, il faut qu'on les aide, eux, à se développer, et puis qu'on s'inspire aussi de leur méthode. Donc vous savez un certain nombre de nos investissements dans les FinTech. Je voulais juste insister sur la création en propre. C'est-à-dire que la création en propre, on a une usine technique à Brest, qui est une très grosse usine technique avec près de 1500 internes ou externes techniciens experts. On a d'énormes expertises. Ça a deux avantages. Le premier avantage, c'est qu'on attire des talents par cette usine technologique. On attire des talents sur nos territoires. Deuxième avantage, on retient les talents. Il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs en Bretagne. Et on peut à ce moment-là leur offrir, on peut leur parler de cloud, on peut leur parler de blockchain, on peut leur parler d'API, on peut leur parler d'intelligence artificielle, etc., etc. Et du coup, ils restent parce qu'ils trouvent. On leur dit pas que c'est une établissement bancaire, on leur dit vous faites de l'informatique à la pointe de la Bretagne. Et du coup, ils s'éclatent. Donc ça, c'est un premier volet extrêmement important de l'innovation. Le deuxième volet de notre innovation interne, c'est que, je vais vous raconter une histoire rapidement. Il y a quelques temps, on a mis dans un bocal une demi-douzaine de personnes pour réfléchir, avec leurs compétences Internet et avec leurs compétences de transmission d'ordre de bourse, de réfléchir à quelque chose. Ils ont pondu un machin qui s'appelle Symphonis, qui était un des premiers courtiers en ligne avant les années 2000. Ce courtier en ligne, vu la concurrence, il a dit il faut qu'il grossisse, et il a fait l'acquisition de Fortuneo. Fortuneo s'est dit après, ça serait bien qu'on devienne une banque en ligne. Aujourd'hui, les 6 personnes, c'est 700. C'est 1 million de clients. C'est 30 millions de résultats nets. C'est une histoire. Et aujourd'hui, par notre expertise, un dernier exemple, notre expertise blockchain qu'on a développée avec IBM depuis 2016, donc on était précurseur à l'international sur le sujet, et je vais arrêter de parler. On a autour de la blockchain, avec un autre acteur innovant de la Bretagne, qui est Trecobat, maison individuelle, on a créé une application qui deviendra une entité commercialisable pour améliorer, fluidifier le parcours de l'achat d'immobilier. Et ce, en partenariat avec EDF, avec également les notaires, avec un certain nombre d'autres partenaires. Je lui souhaite d'avoir le même développement que Fortuneo. Et mon troisième petit sujet, et après je m'arrête, et je vais m'asseoir. Le troisième sujet, c'est le sujet de l'innovation pour changer les modes de travail. Le télétravail, je pense qu'on est au début du télétravail. Le télétravail permet beaucoup de choses. Et quand on regarde le télétravail et quand on regarde la Bretagne, je pense que venir faire du télétravail ici, c'est peut-être plus intéressant que dans d'autres endroits. Je ne citerai pas d'autres endroits. Mais je dis juste qu'aujourd'hui, la Bretagne, par rapport à ce sujet de télétravail, entre le dynamisme, les talents, le dynamisme de la région, entre la beauté de la région, entre l'aspect politique, je dirais plutôt modéré de la région, avec les moyens de communication de la région, je ne voudrais pas polémiquer, qui sont sans doute meilleurs à la Bretagne Est que la Bretagne Ouest, on en reparlera, c'est un autre débat. Pour autant, les moyens de communication, ils existent. Le climat, dans les années à venir, la Bretagne,
Je pense qu'il y a une belle histoire grâce au télétravail, grâce aux nouveaux outils à écrire sur la Bretagne. Et je fais juste un parallèle avec Miami. Miami, ça fait de nombreuses années que Miami voulait dynamiser son tissu économique, son tissu de start-up. Il a fait des avantages fiscaux. Ça n'a pas changé grand-chose. Le Covid est arrivé. Les New-Yorkais, les gens de Chicago, les gens de Washington, ils se sont dit « je suis mieux à Miami pour télétravailler qu'à Chicago ». Et ça a pris une ampleur énorme. C'est devenu un cluster de start-up au point qu'aujourd'hui, les plus gros fonds d'investissement américains, Citadel pour ne pas le citer par exemple, ont mis leur siège au niveau de Miami. Voilà. Donc je souhaite que Saint-Malo devienne le Miami de demain. Après, je peux dire beaucoup d'autres choses, Hervé. Voilà. On va planter quelques palmiers et puis on revient dans quelques années. Stéphane Gervais, vice-président exécutif innovation. Je le disais, innovation stratégique pour le groupe Lacroix. On ne fait pas de la tech pour faire de la tech. On rend utile un monde plus durable. Et c'est vrai, quand on sort dans la rue, on croise des signalétiques intelligentes de chez Lacroix sans forcément savoir qu'elles sont là ou sans forcément savoir que c'est vous qui en êtes... Enfin, vous, c'est Lacroix, le groupe Lacroix qui en est à l'origine. Vous avez presque tout dit, hein, c'est bien. J'en ai Bonjour plein à tous. Non, très content d'être avec vous. Effectivement, le groupe Lacroix, alors juste pour resituer, on est une ETI du Grand Ouest. Si je peux faire Bretagne-Pays de Loire, c'est là où on a quand même notre plus gros site industriel et de très loin. D'ailleurs, on a l'usine 4.0 qui va être inaugurée semaine prochaine. Ça va être la première de cette génération-là en France depuis très très longtemps. Et c'est là où on a le plus de pôles d'ingénieurs à Rennes, par exemple, mais aussi on est sur 4 ou 5 sites au niveau breton. Et c'est là où on a aussi notre lab d'innovation. Donc toute l'équipe innovation est sur Rennes aussi. Donc on est vraiment déjà bien implanté sur le territoire. Et effectivement, qu'est-ce qu'on fait à Lacroix ? On conçoit, on industrialise pas mal de produits plus ou moins connectés, plus ou moins intelligents, qui aident les territoires, justement, eux, à économiser sur la partie eau, donc tout ce qui est télégestion des réseaux d'eau, de l'éclairage public, la partie énergétique, vraiment réduire et mieux maîtriser aussi bien les bâtiments que la production de chaleur, ainsi que de la signalétique, effectivement. Donc chaque jour, la plupart d'entre nous et d'entre vous passent devant nos produits sans les voir. Donc c'est des panneaux, c'est des compteurs de feu, c'est aussi les produits qui sont dans les endroits du style caniveau ou autres, bouches d'égout et autres que vous ne voyez pas, mais qui sont là pour vraiment gérer automatiquement tous ces réseaux d'eau qui font que vous avez de l'eau tous les jours et vous arrivez à vous déplacer avec moins d'encombre et avec un trafic plus fluide, entre autres. Alors l'innovation, quand même, on va en parler. Nous, c'est clé. Parce qu'effectivement, pour développer des produits comme ça, ce sont des années de travail, c'est des gros investissements. Donc, sur une évolution des territoires, on parle de Smart City, on parle de territoires intelligents. Cet investissement-là peut se faire que si on sait qu'il y a effectivement des nouveaux cas d'usage qui vont être adressés par ces types de produits. Et ces nouveaux cas d'usage, aujourd'hui, on essaye effectivement de les développer avec des territoires. Comme à Rennes, c'est facile parce qu'en fait, on est les locaux de l'étape, mais aussi avec d'autres territoires, dont un, par exemple, avec qui en Bretagne, on est lauréat de la meilleure innovation au FEB, donc on espère gagner demain. J'espère qu'effectivement, on aura une bonne nouvelle, mais j'en suis quasiment sûr, vu le beau projet qui est autour, justement, de l'économie des réseaux d'eau, d'une façon automatique, plus ou moins automatique, avec effectivement les dernières technologies, 5G, par exemple, et intelligence artificielle. Donc comment est-ce qu'on fait ça aussi ? C'est aussi avec des territoires. C'est-à-dire qu'on va expérimenter, on va avoir des séances d'idéation pour voir quels sont les usages qu'ils ont et les problématiques qu'ils ont aujourd'hui, mais aussi inventer les usages de demain, parce que c'est aussi assez important. Et cette création, alors c'est des ateliers un peu spécifiques, nous permettent bien sûr de pouvoir expérimenter et de pouvoir en fait valider ou pas, inventer ou pas, les usages de demain et peut-être certains produits et ou les technologies dont on aura besoin pour pouvoir adresser un territoire beaucoup plus efficient, beaucoup plus économique en termes d'énergie, en termes d'eau, en termes de ressources. On est aussi dans la smart grid. Enfin, on adresse tous ces problématiques et on voit qu'effectivement, malheureusement, on a besoin de plus en plus de technologies, de communication, même d'intelligence artificielle, parce que les problèmes deviennent de plus en plus complexes et de plus en plus difficiles à gérer.
autre petite parenthèse, j'en profite parce que j'ai Orange à côté. J'allais vous dire que vous travaillez avec quelqu'un qui est juste à côté. Voilà, Voilà. Si je ne cite pas, ça va être un peu compliqué. On ne fait pas que l'innovation aussi par rapport à des produits, mais aussi la façon de travailler. Et avec Orange, on a développé IoT Continuum. C'est un partenariat international avec ST Microelectronics et Sierra Wireless, où en fait c'est une offre d'IoT, donc d'objets connectés. Comment est-ce qu'on va de l'expérimentation d'objets connectés jusqu'au déploiement et à l'industrialisation des objets connectés pour aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin et beaucoup plus fort sur ce qui paraît être assez facile, c'est-à-dire inventer des nouveaux usages autour des objets connectés. On fait les premiers gros succès de ce partenariat-là. Ça sera officiel semaine prochaine, mais j'ai un scoop quand même pour vous, c'est avec un très gros de l'énergie, et on a effectivement pu utiliser cette offre pour créer un produit, et des produits qui vont faire des économies d'énergie énormes sur tout ce qui est HLM et autres, pour automatiser en fait la régulation des chauffages électriques connectés. J'en rajoute une, parce qu'on a parlé beaucoup d'eau ces dernières semaines, et pour revenir sur ce que vous disiez sur les data et l'eau qui ne sont pas assez utilisées, un petit mot sur ce qui se passe à Nevers, puisque vous m'avez dit que c'était une première mondiale, l'intelligence artificielle pour gérer le réseau d'eau. On parle beaucoup de récupérer les eaux, de savoir comment moins gaspiller d'eau. Là, vous avez peut-être une fenêtre. C'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu moins, on va dire, en vogue. Depuis cet été, on va dire qu'on en parle beaucoup plus. Alors on a développé ça avec la ville de Nevers, qui est en régie d'eau, où on a déjà tous nos équipements enfin nos produits connectés qui sont déjà déployés. Donc ce n'est pas rajouter en fait des équipements, c'est comment on utilise mieux les données qui sortent de tous ces équipements qui maillent tout un réseau d'eau. Et on a pu en fait développer cette partie d'intelligence artificielle qui est unique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont les experts, les techniciens du réseau qui sont les apprenants, c'est ceux qui font apprendre à l'intelligence artificielle les choses qu'ils ont à apprendre et qui permettent en fait d'être leur assistant et de devenir des techniciens augmentés et de pouvoir être capable, grâce à cette IA, voir des défauts qu'ils ne verraient pas tous les jours ou difficilement malgré leur expertise. Donc ça devient des compagnons. Et première mondiale, parce qu'effectivement, on était dans un congrès international aux États-Unis et on était les seuls encore aujourd'hui à faire ça sur ce type d'application. Et on pense que c'est prometteur, ainsi que Nevers. Nevers est en pleine promotion de ce qu'ils sont en train de faire pour essayer de partager ça avec d'autres territoires. Eh ben, merci. Patrick Poupon, directeur du pôle Mer Bretagne, avec plus de 500 projets accompagnés. Le credo du pôle Mer, c'est rapprocher entreprises et laboratoires de recherche, créneau de tous les pôles de compétitivité, et utiliser l'innovation pour booster l'économie, avec une innovation maritime, Patrick, qui a considérablement évolué depuis 15 ans. Oui, innovation qui a évolué, mais aussi l'objectif de l'innovation a évolué. Au tout début, lorsque la politique des pôles de compétitivité a été lancée à l'initiative de l'État, c'était bien pour contribuer au développement économique. Là, on est en phase de réflexion au niveau pôle pour ce qu'on appelle dans notre jargon la phase 5, parce qu'on est sur des contrats pluriannuels. Donc là, on est en train de préparer 2023-2026. Bien sûr, la finalité reste comment le développement économique, mais on voit aujourd'hui, c'est de contribuer aux différentes transitions qui sont devant nous, les enjeux climatiques, enjeux énergétiques, enjeux aussi numériques. Et donc les pôles de compétitivité, et nous en particulier au niveau du pôle Mer, voilà, c'est notre travail de participer à ces aventures et de servir le territoire en trouvant des solutions, en mobilisant les acteurs autour de ces nouveaux enjeux. Donc le pôle, nous travaillons autour du maritime, autour de la mer. Donc on s'est aperçu que, par exemple, quand on parle de changement climatique, la mer, l'océan est au cœur de cet enjeu. Peut être une solution et en tout cas est aussi un révélateur de ce changement climatique. Donc pour ça, il faut développer des instruments, il faut intervenir en amont pour limiter les pollutions, il faut utiliser le transport maritime, il faut décarboner les activités maritimes, bateaux mais également ports, il faut utiliser l'énergie qu'on trouve
retrouve au niveau mer, hein, donc ça soit l'éolien offshore, mais aussi l'hydrolien, l'houlomoteur, voire l'énergie thermique des mers. Donc tout ça, ce sont des enjeux devant nous. Et en Bretagne, on a vraiment la chance d'avoir tous les acteurs, donc les acteurs académiques. On a vraiment une compétence académique dans les instituts, dans les universités, dans les écoles d'ingénieurs, et puis un tissu d'entreprises qui travaillent soit directement autour de la mer, soit en support. Et avec tout ça, la Bretagne est vraiment un acteur majeur sur l'innovation maritime. Ça se ressent au niveau des pôles de compétitivité, parce qu'on est quand même sur une dynamique très très forte, hein, plus de 500 projets qui représentent près d'1,3 milliard d'investissement depuis maintenant une quinzaine d'années. Donc ça prouve ce dynamisme, mais la finalité, en tout cas les objectifs, les marges de progrès sont encore devant nous. Et donc pour faire ça, on ne peut pas le faire seul. Donc on mobilise les entreprises, les laboratoires de recherche, les chercheurs, y compris la recherche amont. Hein, donc ne pas sous-estimer. L'océan reste un territoire inconnu. Il faut continuer à investir dans la recherche amont. Des acteurs qu'on trouve à Ifremer, qu'on trouve à Roscoff, ont besoin de financement pour continuer à préparer les innovations de demain, dans 10 ans, dans 20 ans. Et donc ça, c'est vraiment important que l'État, que les collectivités locales continuent à soutenir la recherche fondamentale, en particulier dans l'océan. Et donc, ce que nous faisons aussi, c'est réunir des acteurs qui sont indispensables pour l'innovation. Et sur ce territoire qu'est la Bretagne, on travaille également en Bretagne, Pays de la Loire. On a la chance d'avoir des acteurs investis au niveau économique, type investisseurs ou banques. Arkea, par exemple, participe au club partenaire du pôle. Et ça, c'est important. On ne peut pas faire d'innovation uniquement entre chercheurs et entreprises. Il faut aussi du financement, et ça on peut le trouver sur le territoire. C'est vrai que ces acteurs-là travaillent ensemble, se connaissent, et nous sommes très contents de pouvoir les réunir dans ce qu'on appelle le club partenaire, parce que ça soutient l'innovation. Alors, vous me disiez effectivement que il y a quelques années, la mer, l'océan, c'était pas quelque chose qui attirait forcément, que les financements ont commencé à se multiplier, ce qui a accéléré l'innovation de ce côté-là. Et puis, de plus en plus de petits projets maintenant peuvent également être financés. PME et TPE, innovent, et que vous captez un ensemble de financements privés parce que les acteurs économiques deviennent bleus, hein, c'est ce qu'on dit, et se tournent, comme nous, vers la mer. Oui, c'est vrai qu'on a vu une évolution. Quand le pôle a été lancé il y a plus de 15 ans, notre travail, c'était déjà de définir ce qu'on entendait par économie bleue, innovation maritime. C'était quoi le périmètre? Quand on parlait de maritime, on parlait surtout de transport maritime et puis un petit peu de pollution maritime, quand il y a des accidents. En fait, nous travaillons sur 6 grandes thématiques. Je vais pas les reprendre, mais par exemple, les énergies marines renouvelables, il y a 15 ans, la feuille était blanche. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, hein, on en a parlé ce matin. Il faut voir, il y a 15 ans, la feuille était blanche. Alors, ça va pas assez vite, mais quand on prend un peu de recul, il y a un sacré bout de chemin qui a déjà été fait. Quand on voit, par exemple, sur tout ce qui est décarbonation des activités maritimes, et en particulier du transport maritime, le nombre aujourd'hui de projets qu'on a autour des navires propulsion vélique ou propulsion éolienne, les navires hydrogène, les formes de carène aussi qui permettent des économies d'énergie, et tout ce transfert qu'on observe entre la course au large et le monde du transport maritime, c'est des aventures magnifiques, et où là, la Bretagne a vraiment un rôle à jouer, et donc c'est un vivier d'innovation. Alors, je vous avais demandé, Patrick, si vous arriviez, on l'a dit, 500 projets labellisés, si vous arriviez encore à être surpris par certains des projets qu'on vous présentait, et vous m'en avez parlé d'eux, le plastique.
Alors peut-être en dire un mot. Oui. Alors donc c'est vrai que c'est intéressant. Bon, j'ai la chance de diriger le pôle depuis plus de 15 ans et pour quelques heures encore. et donc les projets là, projet qui m'a étonné il y a quelques mois, fabriquer donc des bioplastiques à partir de bactéries qu'on trouve dans l'eau de mer. Et quand je dis l'eau de mer, c'est pas dans les grandes profondeurs, hein, c'est là. Donc il y a une entreprise qui s'appelle Polymaris qui a réussi à mettre au point, à isoler des bactéries et en les mettant dans les conditions favorables, on crée du bioplastique et donc un plastique complètement bioassimilable, donc qui peut aussi disparaître dans la nature si on recrée le contexte favorable. Donc c'est vraiment spectaculaire. Alors évidemment aujourd'hui c'est un plastique qui coûte beaucoup plus cher que le plastique d'origine pétrole, mais c'est l'avenir. Et ça oui, on arrive à être encore étonné et il y en a la voile plusieurs. gonflable, la voile gonflable de chez Michelin. Oui, alors ça c'est vraiment très très intéressant. On entendait parler de voiles gonflables depuis quelques années, et là donc l'industriel Michelin de Clermont-Ferrand a décidé d'y aller franco, et donc ils sont en train de créer une filiale qui va mettre au point des voiles pour les cargos. Des voiles gonflables. Ils ont comme, entre autres, expert Michel Desjoyaux, une certaine caution quand même dans le domaine. Et donc, on va voir comment les premiers bateaux équipés là, dans quelques mois. La preuve de concept a été faite à petite échelle. Et maintenant, on va passer sur des cargos de 100 mètres, 200 mètres. Voilà, donc c'est vrai, deux innovations assez étonnantes. Commence l'utilisation de cet infiniment petit là pour faire du plastique, et puis donc utiliser le vent avec des voiles vraiment révolutionnaires. Là, on est dans l'innovation de rupture pour le transport maritime. Jean-Marc Escalette, j'ai commencé avec vous, j'aimerais bien terminer avec vous, parce que, alors c'est vrai que vous nous avez parlé de l'objectif neutralité carbone, empreinte zéro carbone d'ici 2040 chez Orange. L'environnement est présent dès la conception de la Livebox 6, usage conception, et puis il y a le matériel que vous récupérez, récupération du matériel des techniciens, récupération des mobiles des clients, parce que c'est vrai qu'on le dit souvent, les objets connectés, une fois qu'ils sont hors d'usage, on en fait quoi? Il y a une deuxième vie. Oui, deuxième vie. Deux choses derrière ça. Évidemment, c'est répondre à l'enjeu d'éviter le gaspillage de tous ces matériaux. C'est une évidence. Une évidence certes, mais qui n'était quand même pas très très mise en œuvre depuis des années. Donc là aujourd'hui, tous les matériels utilisés par les techniciens sont systématiquement récupérés. Donc il y a deux filières, c'est-à-dire soit on récupère le matériel, on sait le réutiliser, parce que c'est le cas parfois, dans d'autres pays, puisqu'on opère dans une trentaine de pays, donc il y a des pays qui sont plus ou moins avancés que d'autres. Premier exemple. Deuxième exemple, après on récupère les matériaux, donc avec des filières de récupération de matériaux qui sont assez connues aujourd'hui et qui fonctionnent plutôt bien. Idem sur les téléphones avec deux autres objectifs. Donc il y a le premier qui est de récupérer des choses qui sont obsolètes et sur lesquelles on peut réutiliser un certain nombre de matériaux. Le deuxième, c'est de pouvoir proposer du matériel qui est reconditionné et d'être d'abord à un prix beaucoup plus raisonnable, puisque les matériels, les téléphones et tout ça, ça coûte une fortune aujourd'hui s'ils sont de bonne qualité. Donc ça permet d'avoir un prix d'accès beaucoup plus abordable d'un côté, et de réutiliser, de donner une deuxième vie à du matériel en le remettant comme neuf, quoi, en fait, en passant dans des filières de refurbish, comme on dit, donc pour le remettre comme s'il était neuf. Donc ça, c'est des actions qui sont à la fois efficaces par rapport à notre objectif, mais qui sont très plébiscitées par nos clients aussi. Donc on a une forte demande de ce type de matériel dans nos boutiques, par exemple. Un mot peut-être pour finir, on parle souvent des data centers, gros consommateurs d'énergie, data centers de Chartres et de Val-de-Reuil, particulièrement économes. Oui, alors on a décidé, puisque on est gros consommateur d'énergie par nature, donc on a de très gros centres de calcul, à la fois pour héberger nos données, nos applications et celles de nos clients. Et on a décidé donc de regrouper tous nos data centers sur 3 gros data centers
et on les a mis pas de façon aléatoire, hein, on les a positionnés en France, à la fois dans des endroits où le climat permet de ne pas utiliser la climatisation. Donc on utilise sur ces data centers la climatisation uniquement 1 mois par an. Alors que dans un data center traditionnel, on l'utilise tous les jours. Hein. Donc on imagine un peu les économies d'énergie sur des data centers qui font 400 mètres de long sur 100 mètres de large. Donc c'est quand même des très grosses bêtes. Et grâce à des systèmes qu'on appelle de free cooling, on utilise l'air extérieur pour refroidir les machines avec une circulation d'air naturelle. Donc, et ça, je pense que ce sont des data centers dernière génération. D'autres grandes entreprises utilisent aussi cette migration vers ce type de data center parce que c'est une des causes principales de dépenses d'énergie pour un opérateur ou pour n'importe quelle personne qui utilise du numérique, de l'informatique ou autre. Hein. Donc, innovation, puisqu'on diminue, en fait, le gain, pour vous donner une idée quand même de façon imagée, ce qu'on gagne entre un data center standard et un data center moderne comme celui-là, c'est la consommation. Tous les ans, on gagne la consommation d'une ville de 30 000 habitants entière, tous les ans, en termes de consommation énergétique. Donc, je pense que c'est quand même très significatif. Et c'est pas une décision prise cet été en fonction de l'actualité. Non, non. Merci à tous les 5. J'espère que ils vous ont donné le moral ou le sourire, en tout cas, avec toutes ces innovations. Merci à vous.